pour revenir, Monsieur Moda, à l'ENAM, on a besoin d'une école d'abord qui joue son rôle social et civique et son rôle de promotion de l'élite, son rôle de facilitation de l'ascenseur social en permettant à tous les enfants de ce pays d'avoir les mêmes chances. Pourtant, ces écoles aujourd'hui, en fait, elles renforcent les inégalités. Je parle de trouver les moyens, les canaux de toucher les acteurs qui permettraient de déstabiliser cet état de l'intérieur. Je parlerai d'actions visant à cibler l'intérieur plutôt qu'à frapper l'extérieur. C'est pas n'importe qui, maître Alice Combes. Hein. Bien sûr, c'est la première avocate camerounaise. Mais francophone. Mais c'est surtout une humaniste. Vous savez ce que c'est qu'un humaniste? Du tout. Un humaniste, c'est quelqu'un qui voit l'homme d'abord, avant de voir le blanc, le noir, le jaune, l'homme, la femme, l'individu, avant de voir le coupable. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alice Martinez-Ogo. Et là également, derrière, en filigrane, apparaît quand même la main visible et invisible de la présidence de la République via son secrétaire général. Cette affaire est terrible parce qu'elle a fait un mal considérable à l'image du Cameroun. Bonjour, bienvenue au débrief du fauteuil rouge. Aujourd'hui, nous recevons un invité particulier. Il est docteur en sciences politiques, professeur des universités, avocat et par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages. Monsieur Stéphane Boubé Nguélé, bonjour. Bonjour Monsieur Moda, je suis très heureux d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Votre voyage s'est bien passé? Il fait aussi mauvais à Londres qu'à Paris, mais ça s'est très bien passé. Merci. Monsieur Stéphane Nguélé, aujourd'hui, nous allons débriefer l'actualité. Une actualité surchargée. On commence par un fait récent. Le coup d'État, c'est coup d'État hier en Guinée-Bissau. C'est quoi cette histoire? C'est véritablement dramatique pour nos frères de Guinée-Bissau. La situation n'est pas claire, mais les éléments que l'on recoupe et que l'on voit remonter du terrain, la position prise par le Challenger et les organisations de la société civile, amène en réalité à considérer que ce coup d'État est en fait une façon de neutraliser le processus démocratique qui devait déboucher sur la proclamation du Challenger comme vainqueur de ces élections. J'attire à cet égard votre attention sur un fait. Le président déposé, entre guillemets, par ses camarades d'armes, était en réalité à la tête d'un État préparé à résister au coup d'État. Et ce type d'État, ce type d'institution, devient finalement extrêmement robuste. Pourtant, M. Stéphane Nguélé, la Guinée-Bissau, c'est quand même le pays des coups d'État. Il n'y a jamais eu de succession. La plupart du temps, il y a très peu de chefs d'État qui ont fini leur mandat. Absolument. C'est le pays des coups d'État, vous l'avez dit. Mais cette présidence en particulier a mis en place des systèmes que nos amis américains appellent coup-proofing, c'est-à-dire des systèmes préparés
pour résister, pour déjouer, pour neutraliser toute tentative de déstabilisation à base de coup d'État. Et puis vous remarquerez quand même la proximité qui existe entre le président renversé et l'actuel président. Ils ont fait leur voyage à la Mecque pour le Hajj ensemble. Tout récemment. Oui, extrêmement liés. Donc une succession de faits qui démontrent malheureusement que la Guinée-Bissau rejoint encore une fois la trajectoire de ces pays s'inscrivant dans la ceinture des coups d'État en Afrique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui s'est passé en Guinée et un cas également, le cas au Gabon? Alors, dans la proximité également de l'actuel président avec le chef d'État déposé était réelle, et aussi pour arrêter un processus. J'allais le dire, l'articulation des faits est parallèle et quasiment identique. On a un processus électoral qui se déroulait dans un sens, quoique là, au Gabon, l'objectif était de neutraliser la fraude supposée imputable à monsieur Ali Bongo, et par ce même biais, eh bien, le déposer. Ceci étant dit, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Les deux situations, globalement, ne sont pas comparables plus en avant. En Guinée-Bissau, nous avons un État, un narco-État, quasiment failli, avec des indices de gouvernance extrêmement faibles. Et là, c'était véritablement une opportunité pour nos frères de Guinée-Bissau de rejoindre des trajectoires d'amélioration de la gouvernance, alors qu'au Gabon, présence française très forte, ancrage dans l'écosystème france-africain et, à vrai dire, continuité. En réalité, ces deux exemples interrogent un autre cas, le cas camerounais, avec un processus électoral, on va dire, limite. Et beaucoup de personnes sont interrogées à savoir, mais pourquoi est-ce que, contrairement aux deux États cités précédemment, pourquoi là, il n'y a pas ce troisième larron qui serait arrivé et mettre d'accord les différents protagonistes? Pourquoi le cas camerounais? Pourquoi l'armée est-elle si absente dans le jeu politique au Cameroun? Trois choses, M. Moda. D'abord, lors de mon premier passage sur votre plateau, il y a quelques mois, au seuil du lancement de la campagne électorale camerounaise, vous m'aviez interrogé sur ce que je pensais des processus électoraux en Afrique. Et je vous avais répondu de façon assez franche, cela vous avait d'ailleurs surpris, qu'on s'orientait vers de la farce, des processus organisés, où finalement le peuple est pris en otage. Nous y sommes. Deuxièmement, le cas camerounais est spécial parce que le Cameroun est un acteur stratégique, un acteur très particulier sur l'échiquier géopolitique sous-régional et même global. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Troisième observation, ce que l'on observe jusqu'alors est malheureusement un échec. Malheureusement un échec. De quoi parle-t-on? Regardons, si vous voulez bien, d'abord la situation économique. J'ai refait mes statistiques ce matin.
vérifié les indicateurs. Nous avons une croissance de 3,3% en 2023, des projections de l'ordre de 3,9% et 4% en 2024 et 2025, ce qui est peu. Ce qui est très peu, en fait. Ce qui est très peu. Nous sommes un État en difficulté et le fait que le Fonds monétaire international soit là est un indicateur qui doit nous interpeller. Inflation, aujourd'hui, à 5,9%. C'est considérable. On s'est amélioré parce qu'en 2022 et 2023, on était à 7,2% d'inflation. Il y a eu des efforts. Mais depuis 3 semaines, les prix repartent à la hausse. Sur les marchés, aujourd'hui, j'ai fait ma petite enquête, le kilo de viande est à 4 500 francs CFA. C'est considérable. Énorme. C'est considérable. Ce qui pose d'ailleurs une problématique en termes de santé publique, parce que ça pose le problème de l'apport en protéines. Mais là, il se pose un problème. Le kilo de la viande à 4 500. Est-ce que c'est pas dû au blocage fait? Parce que la viande, on sait d'où ça vient. Ça vient de la région septentrionale. Est-ce que les villes mortes imposées n'ont pas un impact sur cette hausse? Les villes mortes ont indiscutablement eu un état sur le panier de la ménagère. Il ne faut pas se cacher, mais la dynamique quand même d'augmentation de l'inflation, elle est plus ancienne. Retenons qu'on est sur une trajectoire d'amélioration, mais quand même une trajectoire qui est hausse et qui doit préoccuper. Autre indicateur important, on a un endettement de 43,4% du PIB. C'est considérable. C'est considérable. Ce d'autant plus que 29% du stock de la dette est dédié à de la dette externe. Ce qui montre que près d'un tiers de la richesse que nous produisons est consacré à payer les intérêts de la dette, de l'État. Indicateur important également, qui se surajoute et qui explique la surchauffe, le chômage des jeunes, 10,7%, considérable. Et là, le président Chiroma venait avec des propositions révolutionnaires. Lesquelles? La formation professionnelle, ce que lui-même appelait l'upskilling, c'est-à-dire la possibilité pour un jeune qui, détenant un master dans une spécialité particulière, plutôt que de devenir mototaxi, profite d'un dispositif qui est mis à sa disposition par l'État pour se remettre à niveau et pour se poser la question de savoir ce qu'il peut apporter à la société en renforçant ses compétences, en renforçant ses capacités. Monsieur Stéphane Nguélé, on peut quand même lui reprocher d'avoir été mis à l'emploi. Pourquoi est-ce que ces dispositifs, il ne les a pas mis à l'époque où il était aux affaires? Vous connaissez la problématique de l'exécution budgétaire au Cameroun. Vous connaissez la problématique de la mise sur agenda des projets au Cameroun. Il a fait énormément en ce qui concerne la formation professionnelle. Il l'avait fait également lorsqu'il occupait cette position particulière au ministère de la Communication, où des projets qu'il portait et qui avaient l'oreille du chef de l'État se sont finalement échoués sur les berges de l'échec et de la médiocrité de notre État. D'ailleurs, parlant de ça, on sait également qu'il a fait beaucoup de choses quand il était ministre des Transports. Je crois qu'il a initié la plupart des projets, les péages, les ADC et autres. Le ministre Chiroma, moi j'ai ma dire. Moi je connais M. Issa Chiroma depuis que j'ai 6 ans. Et nous qui venons du Nord, je le voyais, il venait saluer mes parents, nous l'appelions tonton Issa. Il a Issa dans son nom. Et ceux qui sont versés dans la lecture
des textes sacrés savent qui est Issa. Issa, c'est donc le pont, c'est donc un pont entre beaucoup de choses. Il a fait énormément de choses qu'on doit garder à son actif plutôt qu'utiliser pour ternir son image. Je poursuis sur la situation. Le taux de pauvreté à 3,65 $ par jour. C'est-à-dire des Camerounais qui vivent avec 3,65 $ par jour et moins, est de 52%. C'est considérable. Ça veut dire que près de la moitié des Camerounais, plus de la moitié des Camerounais ont 3 $ et moins pour vivre par jour. C'est terrible. C'est terrible. Autre indicateur, je n'aligne pas les mauvaises nouvelles, les mauvais indicateurs, mais vous verrez où je veux en venir. Le taux de malnutrition des enfants à moins de 5 ans, c'est-à-dire la malnutrition infantile. Vous savez à combien elle se situe au Cameroun, à l'heure où l'on parle, à 28,9%. Et la moyenne mondiale? La moyenne mondiale est en dessous, enfin l'objectif, l'ODD, puisque tout ça doit être aligné par rapport aux objectifs de développement durable, on doit être en dessous de 10%. En dessous de 10%. Très mauvais élève. Savez-vous également que 45% de nos concitoyens, vous connaissez Santa Barbara, vous en avez entendu parler. Bien sûr. Vous connaissez Bastos. Bien sûr. Les beaux immeubles. Oui. Savez-vous que 45% de nos concitoyens n'ont pas accès à des sanitaires améliorés? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 45% de Camerounais ne peuvent pas prendre une douche quand il y a de l'eau, avoir accès à des sanitaires normaux, améliorés, comme une personne civilisée. C'est terrible, c'est terrible. C'est de tout cela qu'on parlait le 12 octobre, lorsque les Camerounais sont allés voter. Parce que sur tous ces sujets, les candidats, les uns et les autres, avaient des propositions. Le président Chiroma avait un agenda qui était arrimé par ailleurs à une vision de la transition d'un système à l'autre. On en parlera tout à l'heure. Le président Kamto venait avec des propositions très spécifiques sur tous ces enjeux et aussi sur l'enjeu de la gouvernance. Savez-vous que aujourd'hui, Freedom House, qui est une institution la plus grande d'évaluation de la liberté et de la gouvernance démocratique des États dans le monde, attribue la note 15 sur 100 au Cameroun. Notre pays est considéré comme un pays non libre. Non libre. Mo Ibrahim et la Banque mondiale situent la gouvernance camerounaise dans le dernier tiers des États africains. C'est grave. Mais les indices pour évaluer cette gouvernance, quels sont-ils? L'indice Mo Ibrahim de la gouvernance, les indicateurs de la Banque mondiale sur la qualité de la gouvernance, les indices du développement humain, construits également par la Banque mondiale, et la BAD. Et certains de ces indicateurs dont je faisais état tout à l'heure sont également régulièrement mis à jour par l'Institut national de la statistique qui effectue le travail de veille. Le 12 octobre, on venait donc pour proposer des solutions sur ces enjeux, mais également sur beaucoup d'autres. Quel était le contexte quelques mois avant?
On entrait dans l'année 2025 avec des indicateurs relativement clairs sur ce que pouvait être la configuration électorale et la suite. Puisque entre janvier et avril-mai 2025, le réseau de soutien politique de M. Kamto se situait entre 55 et 70%. Avec une parité par rapport au régime sortant de 1/7. Ce qui signifie qu'au soir des élections, si M. Kamto avait pu compétir à ces élections, on se serait retrouvé dans l'hypothèse d'une compétition transparente avec un score de l'ordre de 70% en sa faveur. Il est éliminé dans les conditions que l'on sait et qui ont terni la transparence du processus démocratique dans notre pays. Lorsqu'il entre à son tour dans la compétition, le réseau de soutien politique de M. Chiroma passe de 15 à 25% au mois de juillet 2025 pour atteindre pratiquement 65% entre août et septembre et une parité de l'ordre de 2 à 5, 2 pour l'incumbent, c'est-à-dire le candidat sortant, et 5 pour lui. Donc une projection qui est parfaitement cohérente avec les résultats que lui-même publiera finalement et que contradira le Conseil constitutionnel. Il s'agissait de ça, avec des programmes très clairs, celui de M. Kamto d'orientation clairement libérale, se traduisant par des gains de croissance de l'ordre de 2% chaque année. Est-ce que c'est possible de faire ces projections tant qu'on n'a pas effectué un réel audit de la situation, tant qu'on n'est pas aux affaires? Alors la qualité justement du programme de M. Kamto, c'est qu'il reposait sur ce qu'on appelle le baseline scénario, c'est-à-dire qu'il partait de la situation actuelle. Mais là, c'est son programme de 2018. Ah non, le programme amélioré de 2025. Je parle de son programme présenté, construit en vue de l'élection 2025. Celui de M. Chiroma était plus ambitieux encore puisque il proposait des axes forts sur la formation des jeunes et sur l'innovation, deux piliers dont on sait qu'ils ont un effet démultiplicateur en termes de croissance économique. Il s'agissait de ça. Le processus a été celui que nous savons. Il est temps, à mon sens, de faire de la politique pour essayer d'en sortir. Mais faire de la politique pour essayer d'en sortir, là quand même, il se pose un problème. Monsieur Stéphane Nguélé, Monsieur Chiroma est en exil, accueilli à titre humanitaire par la Gambie, pays dans lequel il se trouve qu'il lui interdit d'avoir toute activité politique. Est-ce que ça pose pas un problème? Il lui est interdit d'avoir des activités subversives et non pas politiques, à mon sens. La subversion, c'est quoi, par exemple? La subversion, ce serait, par exemple, monter des milices pour déstabiliser le régime du pays dont il est issu. Un appel aux villes mortes, par exemple, à la désobéissance civile, c'est quoi? C'est pas la subversion? Un appel à la désobéissance civile est garanti par le pacte civil sur les droits politiques. C'est l'exercice d'un droit citoyen, d'un droit individuel. Il ne s'agit pas d'une action de déstabilisation, puisque toute personne humaine, tout citoyen,
dans tout pays, dispose, premièrement, de la liberté d'expression, de la liberté de manifester, même si c'est un peu difficile dans notre contexte, mais surtout, du droit de résister à l'oppression. Donc il s'agit là d'un appel qui ne contrevient pas aux engagements internationaux du Cameroun et que la Gambie, pour sa part, a l'obligation de respecter dans le cadre de la convention internationale applicable. Monsieur Stéphane Nguélé, de vous à moi, objectivement, il faut quand même convenir qu'un État comme le Cameroun, d'ailleurs, vous l'évoquiez, avec un taux de militarisation élevé, ces actions sont sans issue. Et d'ailleurs, parlant de ce taux, de quoi s'agit-il? Alors, le Cameroun a un taux de militarisation, c'est un État sécuritaire. C'est-à-dire? C'est un État caractérisé par une hypertrophie des appareils de défense et de sécurité. Et où d'ailleurs actuellement on observe les organisations de protection des droits de l'homme nous l'ont montré, où on a internalisé l'utilisation des services de contre-ingérence. C'est-à-dire que les services chargés de lutter de lutter contre les atteintes à la sécurité extérieure de l'État sont utilisés comme instrument de répression dans le cadre de la protection de la sécurité intérieure. Donc, hypertrophie sécuritaire, qui va de pair avec la réduction de l'espace des libertés publiques. Vous parliez tout à l'heure de la militarisation. Les dépenses militaires du Cameroun sur les 3 dernières années représentent en moyenne 3% du PIB. 1,7 en 2024. C'est considérable. Est-ce que c'est pas dû à la situation sécuritaire du Cameroun, une guerre au Nozo et une autre face à une guerre asymétrique dans le Septentrion? Ce sont des dépenses qui sont justifiées et évidemment par le contexte sécuritaire camerounais avec l'appui de nos partenaires internationaux, mais c'est un niveau de dépenses qui, à mon sens, non seulement n'est pas soutenable, mais également prive le Cameroun de la possibilité de régler politiquement ces situations. Vous le savez comme moi, la situation, la problématique que vivent les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a besoin d'une solution politique. Alors que ce à quoi nous assistons, c'est une guerre d'attrition où aucun camp n'aura le dessus et où, comme ça, la situation de tension et l'escalade sécuritaire est entretenue sans qu'on ne voie de perspective. Donc, l'argument qui consiste à dire que l'importance des dépenses de sécurité est justifiée par le contexte sécuritaire n'est qu'une vue partielle. Il y a une voie politique qui devrait être empruntée. Et permettez-moi d'ajouter une chose. Un tel État, on ne le déboulonne pas aussi facilement. D'ailleurs, j'allais en venir. On ne le déboulonne pas aussi facilement. Alors, il y a des indications en sources ouvertes, en sources non ouvertes, qui remontent sur le niveau de cohésion, des forces. Soyons clairs, le régime contrôle tout ça. Il le contrôle bien, avec des investissements qui ont été faits dernièrement, permettant la surveillance renforcée
de la hiérarchie militaire. Investissement et recrutement. Investissement et recrutement. Donc, il faut faire de la politique. Il faut trouver le moyen, à la fois, de veiller à ce que la volonté du peuple soit respectée, mais également que tout cela soit fait en prenant en considération les caractéristiques particulières de l'adversaire que nous avons en face. Nous avons en face un État extrêmement fort, extrêmement robuste, hyper militarisé, hyper sécurisé. Attention, le taux de militarisation en Afrique subsaharienne, il est de 0,46. À l'échelle mondiale, il est de 0,50. Le taux de militarisation du Cameroun est de 0,54. C'est-à-dire que nous sommes au-delà de la moyenne mondiale de militarisation. L'État est extrêmement militarisé. Et un État de cette nature, je suis désolé de le dire, ne se déboulonne pas comme ça. Monsieur Stéphane Nguéléguélé, est-ce que cette hyper-militarisation ne cache pas, en réalité, une très forte fragilité? Parce qu'en réalité, le Cameroun, on va dire, c'est une bande de 15 individus qui gèrent tout ça. Absolument. Votre question est pertinente parce que il ne faut pas confondre la robustesse, l'agilité et la résilience. Cet État, qui est extrêmement militarisé, est en même temps extrêmement faible. Exactement. Extrêmement faible. Et on le voit aujourd'hui. Avez-vous entendu parler de la présentation par Monsieur le Premier ministre de la loi des finances? C'est passé totalement inaperçu. Pourquoi? Parce que l'espace politique est occupé par un autre acteur qui est le célèbre Moulinex, le ministre de l'Intérieur. J'allais dire, l'homme qui dit que l'ordre revient par tous les moyens. Voilà, le ministre de l'administration territoriale, alors même que le ministre de la Défense, qui est à la tête de ce segment de l'État si puissant. Ministre de la Défense délégué, parce qu'en réalité, il est juste là comme ça, mais tout se joue au niveau de la présidence. Tout à fait. Donc, une poignée d'acteurs qui instrumentalisent l'appareil sécuritaire, c'est clair, pour se maintenir au pouvoir et dérouler, ça saute aux yeux. C'est comme un bouton sur la figure à préparer un scénario d'alternance en prenant encore une fois le peuple en otage. Mais là, quand on évoque ça, là, il y a un procès qui revient à l'actualité. Le procès concernant l'assassinat macabre du journaliste Martinez Ogo. Et là également, derrière, en filigrane, apparaît quand même la main visible et invisible de la présidence de la République via son secrétaire général. Cette affaire est terrible parce que elle a fait un mal considérable à l'image du Cameroun. Fait un mal considérable à l'image du Cameroun. Se représenter l'instrumentalisation à des fins privées. Je suis certain que dans quelques jours, dans quelques semaines, je connais un peu la dynamique des procès criminels, on saura qui y avait véritablement intérêt. Donc là, pour vous, les prochains jours vont être des jours, on va dire, de révélation. Je fais absolument confiance à mes excellents confrères, que je salue d'ailleurs, pour que la vérité soit faite et que
la justice camerounaise, la justice de notre pays, lave cet affront qui a été fait à l'État. Je ne sais pas, se représenter l'utilisation d'un instrument aussi sensible que le contre-espionnage à des fins privées. Sauf que le contexte, et vous aviez raison de le dire, le contexte de l'utilisation de cet instrument remonterait, selon ce que les dernières audiences ont révélé, à un échelon très supérieur. Mais là aussi, il faut quand même dire que le ministre de la Justice brille par un silence assourdissant. On n'entend pas parler. Quand bien même on peut estimer par les Verneaux que la justice, du moins qu'il y a une séparation entre justice militaire et entre la justice militaire et le reste, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Il faut également prendre en considération. Je vous renvoie au dernier discours, à la dernière sortie publique du ministre de la Justice. Il est très vigilant. C'est l'un des meilleurs magistrats que le Cameroun ait produit. C'est en plus un magistrat de l'administration centrale, c'est-à-dire qu'un magistrat administrant, un magistrat qui connaît le système judiciaire tel qu'il s'exerce dans les cours et tribunaux, mais aussi tel qu'on l'administre. Mais là, ce n'est pas son segment, c'est la justice militaire. Malheureusement. Donc cette justice militaire, elle s'affranchit, on va dire, des réalités inhérentes à la profession? Non, ce sont les règles du code de procédure pénale qui sont respectées. Mais d'une part, il y a l'obligation de ne pas interférer par des instructions individuelles et des discours de cette nature dans une affaire en cours, qui explique peut-être la réserve du ministre de la Justice, garde des Sceaux. D'autre part, il a fait connaître, dans son dernier discours public à date, le rôle particulier du magistrat, auquel avait d'ailleurs fait écho le premier président de la Cour suprême. Et puis, ça se passe devant une juridiction d'exception, puisque les juridictions militaires sont des juridictions d'exception qui devraient logiquement disparaître dans le cadre d'une réforme de l'état de droit. Réforme de l'état de droit, dites-vous. Il y a également un fait que vous avez abordé, que vous souhaitez d'ailleurs, qui est une réforme aussi, c'est celle, on va dire, d'une très grande institution, l'ENAM, qui d'ailleurs, pour venir, depuis quelques jours, circule sur la toile le nom de quelques enfants au patronyme célèbre qui intègrent cette prestigieuse école. Monsieur Stéphane Nguéléguélé, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister là à, à la pérennité, on va dire, d'un système dynastique au Cameroun, où en fait, les enfants d'eux se préparent à remplacer de manière légitime et voire même appuyés par un système de méritocratie leurs parents? Monsieur Moda, Alexis de Tocqueville est l'auteur d'un ouvrage que peu connaissent et qui a pour titre « L'Ancien Régime et la Révolution ». Et l'idée en filigrane derrière l'Ancien Régime et la Révolution, c'est qu'il existe en réalité une continuité entre les hommes de l'Ancien Régime, les hommes de la Révolution et ceux qui se revendiqueront plus tard de la République. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de tout cela, il y a un processus de reproduction de l'élite. Bourdieu en parlait aussi. Bien sûr, Pierre Bourdieu en a parlé dans La noblesse d'État. Bien sûr. Un processus qui est en même temps conservateur, puisqu'il s'agit non seulement de travailler à maintenir
les privilèges, à maintenir les hiérarchies sociales et à rendre quasiment impossible le changement. Quasiment impossible le changement. À rendre quasiment impossible le changement, dites-vous? Absolument. À rendre quasiment impossible le changement parce que ces jeunes gens qui s'inscrivent dans une dynamique de la reproduction viennent avec la culture familiale, la culture administrative, la culture élitiste qu'ils portent en eux. Ce que Pierre Bourdieu appelle l'habitus. Bien sûr. Vous vous comportez comme on se comporte d'où vous venez. Et vous avez intérêt à ce que cela ne change pas, à ce que cela se reproduise. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs lorsque on vous évalue, lorsqu'on évalue un jeune homme à l'examen d'entrée ou à l'examen de sortie dans ces grandes écoles? On vérifie sa compétence académique, en supposant qu'elle soit excellente, ce qui est discutable dans le cas qui nous écoute, qui nous occupe. Bien sûr. Mais on vérifie surtout, l'évaluateur vérifie surtout, que l'évalué a le même habitus que lui-même, a les mêmes réflexes, les mêmes références, la même vision du monde, le même Weltanschauung, c'est-à-dire cette façon de concevoir le monde, de concevoir la façon de définir les problèmes, de construire les solutions et de protéger la classe, puisqu'il s'agit d'un fonctionnement de classe. Par conséquent, c'est un système qui est conçu pour empêcher le renouvellement de l'élite, empêcher le changement. Or, notre pays a besoin d'une administration obéissant à des canons totalement différents. On n'a pas besoin d'une administration qui reproduit des hiérarchies de classe. On a besoin d'une administration qui soit mise au service du développement. Si on vous écoute, M. Stéphane Ngelengele, dans ce cas, une institution comme l'ENAM doit être amenée, soit réformée, soit disparaître? Écoutez, moi, je l'ai écrit, hein, je l'ai écrit dans un ouvrage sur les enjeux de la réforme au Cameroun. Je suis d'avis que l'ENAM devrait être supprimée, totalement, et qu'elle soit remplacée par une école de la formation au métier de l'État. Le métier de diplomate, le métier de conseiller des comptes, puisque la Cour des comptes est un corps de l'État, si important pour la transparence et la lutte contre la corruption. Vous avez entendu parler comme moi du scandale de la Covid, bien sûr, du scandale de la Cannes, bien sûr, qui ont été documentés mieux que toute autre institution par la Cour des comptes. Il faut donc une école qui forme au métier de l'État, le métier de magistrat, le métier de greffier. Mais au Cameroun, il y a la CONAC. Quel rôle joue-t-elle? Oui, mais la CONAC. La création de la CONAC nous a permis d'accéder rapidement, puisque nos partenaires nous l'exigeaient, à l'initiative PPTE. Il fallait montrer patte blanche en termes de lutte contre la corruption, en créant des institutions de lutte. Une création purement stratégique. Opportuniste, devons-nous dire. Purement opportuniste, permettant
d'instrumentaliser la répression pénale. D'ailleurs, c'est une commission. Parce qu'il y a un modèle identique dans un autre pays africain, la CRIF au Bénin, la Cour de répression des infractions financières et économiques. Qui dispose de pouvoirs de poursuite. Bien sûr. Qui dispose de pouvoirs de poursuite oui. Dans des systèmes où la justice a été réformée de telle sorte que le chef administratif du parquet, c'est-à-dire le chef des autorités de poursuite, n'ait pas de possibilité de donner d'instructions individuelles dans les dossiers. Ça veut dire que le dossier que la CRIEF poursuivrait devant les institutions compétentes poursuivrait son cours sans que le ministre de la Justice puisse intervenir dans les affaires individuelles. Vous voyez ? Et avec la CONAC, on en est loin. Pour revenir, M. Mouda, à l'ENAM, on a besoin d'une école d'abord qui joue son rôle social et civique et son rôle de promotion de l'élite, son rôle de facilitation de l'ascenseur social en permettant à tous les enfants de ce pays d'avoir les mêmes chances. Pourtant, ces écoles aujourd'hui, en fait, elles renforcent les inégalités. C'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que nous allons avoir deux jeunesses, ou plus précisément une jeunesse à multiples vitesses. Imaginez deux amis, l'un issu d'un environnement social hyper favorisé et l'autre d'un environnement plus modeste, le riche ayant moins de capacité que le pauvre plus brillant, mais le plus brillant, parce que pauvre, finissant, malgré ses compétences, à être moto-taximan, et le riche, parce qu'issu de l'élite, parce que portant cet habitus, parce que inscrit dans ce projet de reproduction de l'élite, finissant, qui préfet, qui chargé d'affaires dans une ambassade, qui diplomate, qui dans tel autre, une jeunesse complètement à deux vitesses, alors que cette jeunesse, c'est 70% au moins de la population de ce pays. Il faut supprimer cette école. Et il faut faire autre chose. Il faudrait, pour les dernières promotions, j'ai entendu des demandes tendant à l'annulation du concours. Le concours ne sera pas annulé. Les juridictions administratives pourraient peut-être prononcer des annulations sur des situations individuelles, mais le concours en lui-même, qui fait l'objet d'une organisation complexe, on parle de théorie de l'acte complexe, ne pourrait pas être annulé de cette nature. Et en plus, ce ne serait pas opportun. Il faudrait instaurer l'examen de sortie à l'ENAM, le temps que la réforme se fasse. Il ne suffit pas d'être entré à l'ENAM pour avoir vocation à intégrer un grand corps de l'État. Mais actuellement, dès l'entrée, on sait dans quel corps on appartiendra. Absolument. Voilà pourquoi on est en présence d'une totale vénalité des offices. Vénalité des offices totalement inadmissible. Il faudrait donc que ce soit votre classement à l'examen de sortie qui détermine votre vocation à intégrer les corps, tel ou tel corps de l'État. Ce qui implique que la réforme de l'ENAM aille de pair
avec une réforme complète des grands corps de l'État. Il faudrait ensuite soumettre tous les fonctionnaires issus de l'ENAM à une formation continue, systématique et obligatoire, sanctionnée également par des examens notés. Je veux dire, ça existe chez les avocats. Les avocats ont l'obligation, sous peine disciplinaire, de suivre annuellement un volume particulier de formation. C'est obligatoire. Pourquoi ça ne le serait pas pour les administrateurs? Et puis il faut surtout que il faut quelque chose de l'ordre d'une transformation de l'axiologie administrative, c'est-à-dire de la façon dont on considère l'État, dont on considère le service public, dont on considère le rôle des administrateurs dans un pays qui a les enjeux dont je vous parlais tout à l'heure. On a besoin d'administrateurs qui soient formés au développement. On a besoin d'administrateurs véritablement capables d'être à la hauteur des enjeux. Tout cela en toute transparence et en cassant la logique de reproduction qui nous fait tant de mal. Monsieur Stéphane Nguele, il se pose quand même une question en amont, celle de l'entrée et la constitution de ces élites-là. Parce qu'à diplôme égal, on n'a pas les mêmes possibilités d'intégrer ces corps. C'est pourquoi, d'un côté, on a des personnes qui n'ont pas des réseaux nécessaires, oui, qui, avec un doctorat, avec un master, font du mototaxi, oui, et d'autres, oui, qui peut-être avec un niveau d'instruction académique en dessous, intègrent ces grands corps-là. C'est là où se pose quand même également un autre élément, au-delà de l'instruction, c'est celui d'avoir le réseau nécessaire qui permettra d'entrer dans ces corps, et qui biaise, en fait, tout le reste. Monsieur Moda, on ne réformera pas le Cameroun sans réformer son État. Et on ne réformera pas l'État sans réformer sa fonction publique. Et en son sein, les corps d'élite. L'État a besoin d'élite. Une élite militaire. Parce que c'est un métier particulier qui demande des compétences spécifiques. Une élite policière. Parce qu'il y a des compétences que l'on attend d'un commissaire de police. C'est pour ça qu'il y a une école de formation spécifique. Une élite diplomatique, parce que le métier de diplomate ne peut pas être exercé par n'importe quel fonctionnaire. Une élite douanière, une élite chargée de la levée et du recouvrement de l'impôt. On a besoin d'une élite pour faire le service de l'État. Mais l'élite ne peut pas être capturée. Elle ne doit pas être capturée. Absolument pas. Parce que l'accès à ces positions est une opportunité également qui est inscrite dans la promesse de la République. Notre République a au frontispice paix, travail, patrie, bien sûr, mais également chevillé au corps et même au cœur, la promesse que l'État peut donner à tous les enfants de la République l'opportunité d'atteindre les sommets. Dès lors qu'ils se sont battus, dès lors qu'ils ont acquis les compétences nécessaires pour être au haut niveau. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Le service public n'est plus ce qu'il était. Le service de l'État n'est pas ce qu'il doit être. Par conséquent, on ne réformera pas le Cameroun si l'on ne
réforme pas son État et si l'on ne réforme pas en son sein la fonction publique et les corps d'élite. Je dirais même plus, qu'on ne réformera pas l'État du Cameroun si on ne démantèle pas, pour de bon, l'État profond camerounais. Si on ne démantèle pas, pour de bon, l'État profond camerounais. Qu'on a vu dans l'affaire Martinez-Zogo. C'est l'État profond qui est à l'œuvre. C'est l'État profond qui est à l'œuvre. Il est caractérisé par quoi? L'État profond est caractérisé par son organisation en cluster. On a beaucoup, vous vous rappelez la pandémie de la Covid, on a beaucoup parlé des clusters, c'est-à-dire des lieux de concentration d'éléments avant leur propagation. L'État profond, c'est ce réseau d'acteurs qui détient les leviers de commande, qui détient en réalité l'essentiel du pouvoir et qui est capable de le déployer en fonction de ses intérêts propres, en fonction de ses stratégies propres, en fonction de sa vision de ce que doit être la direction du pays. Qu'est-ce qui s'est passé à Elécam si ce n'est pas une manifestation, par ailleurs, de l'état profond dont je vous parle, caractérisé par cette préoccupation à perpétuer le système, à l'entretenir, à tout faire pour que, ça ne change pas. On le voit d'ailleurs à travers les propos combien révélateurs du président du Conseil constitutionnel, Clément Tangana, qui, juste après avoir proclamé le candidat supposé vainqueur, va dans une situation privée de réjouissance dire « j'ai fait mon travail ». Votre candidat est élu. C'est ce monsieur, en principe, il devait comparaître dans une cour internationale, quelque part. Écoutez, c'est une atteinte aux intérêts de la nation. On parle beaucoup en ce moment d'atteinte aux intérêts de la nation. En internalisant les services de contre-intelligence et en propageant partout des menaces sur l'insurrection. Mais là, quand même... C'est une insurrection. Parce que qu'est-ce que c'est que travestir la volonté du peuple? Travestir la volonté du peuple. Monsieur Stéphane Nguélégué, il y a un phénomène prégnant chez nous, au Cameroun notamment, en Afrique de manière globale, la question tribale. Mais là, quand on vous écoute, on se pose une question, en réalité. La question tribale n'est qu'un artefact, parce que de manière concrète, chez nous, c'est plutôt un affrontement, non pas des tribus, mais de classes, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Évidemment. Écoutez, comme tout homme politique, ces acteurs politiques dont nous parlons ce sont des homo politicus. C'est-à-dire qu'ils se livrent en fonction des situations à des calculs coût-avantage. Et comme homo politicus, pensez à homo economicus, c'est-à-dire à l'acteur économique sur un marché qui agit selon des incitations et qui donc ajuste son offre pour être meilleur à l'offre suivante, eh bien, ces homo politicus utilisent des leviers pour gagner le trophée. Et le tribalisme est l'un de ces leviers. Le tribalisme est l'un de ces leviers. C'est un levier dont se sert l'État profond, dont se servent les acteurs issus de l'État profond, d'une part, pour justifier aux yeux de certains publics la perpétuation du pouvoir, et pour dissuader d'autres publics de se mobiliser ensemble,
car ce qui fait sens en République, c'est le mot ensemble. Ensemble. Attention, que l'on me comprenne bien. L'État a besoin d'acteurs capables de le défendre. L'État, ce sera demain le président Chiroma, je l'espère, ou un autre acteur politique dans quelques années, ou un autre 7 années plus tard, on aura besoin, au cœur de l'État, d'acteurs capables de le protéger, d'assurer sa sécurité dans un contexte international volatile, dans un contexte économique très particulier. On aura besoin d'acteurs capables de combattre le crime en utilisant des savoirs particuliers. Donc, l'État a besoin d'acteurs capables de le protéger et capables de le défendre, mais l'État n'a pas besoin d'un État profond en son sein pour perpétuer les intérêts de clans et de castes. Monsieur Stéphane Nguéléguélé, vous évoquez certainement, je crois, dans une ou deux de vos publications, la place prépondérante et très stratégique du Cameroun. Beaucoup de gens parlent du Cameroun, mais en fait, très peu évaluent à quel point le Cameroun est important et stratégique pour la communauté internationale. Vous avez évoqué, entre autres, la question de sa dette vis-à-vis d'un pays comme la Chine, oui, mais surtout également, le Cameroun est détenteur, c'est un pays détenteur quand même de ressources inavouables. Expliquez-nous. Le Cameroun est, à vrai dire, la terre promise. La terre promise, on n'est pas... Vous savez, la terre est comme elle est, la tectonique des plaques est également ce qu'elle est, mais le Cameroun est là, et là où il est, c'est un endroit que beaucoup d'autres aimeraient occuper, et qu'ils tenteraient d'occuper par différentes manières. Je prends un exemple. Vous avez entendu parler de la rencontre entre le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping il y a 3 semaines à Singapour, dans le cadre d'un entretien de discussion qui ont permis d'apaiser la tension entre les deux États et pour les États-Unis de reporter l'entrée en vigueur de certains tarifs, on parlait de l'ordre de 100%. Bien sûr. Et pour la Chine, écoutez-moi bien, la suspension d'un décret présidentiel, allez, on va dire rapidement, portant sur les terres rares. Vous comprenez donc qu'au cœur de la compétition entre les États-Unis et la Chine, il y a l'enjeu des terres rares. Terres rares qui intéressent aussi l'Europe. 98% des réserves en l'état, des connaissances actuelles, sont concentrées en Chine, qui détient également de l'ordre de 65 à 70% des capacités de raffinage. C'est quoi les terres rares? Les terres rares, ce sont des éléments extrêmement stratégiques, essentiels dans les technologies de la transition climatique, des missiles, de la défense nationale, de l'informatique, de la médecine, de la robotique. Vous avez besoin de terres rares pour faire un iPhone. Vous avez besoin de terres rares pour fabriquer un missile. Vous avez besoin de terres rares pour fabriquer des data centers. Vous avez besoin de terres rares pour faire fonctionner des IRM, des scanners. Les terres rares sont des éléments
stratégique pour les technologies du futur. Et le Cameroun en est doté. Hallucinant. Je n'en dirai pas plus. Si. L'un des éléments au cœur de l'asymétrie en matière d'autonomie stratégique sur les terres rares aujourd'hui, eh bien, c'est la détention de réserves de néodymium. Non seulement la détention de réserves de néodymium, mais également la capacité de raffinage de cet élément, mais aussi et surtout, puisqu'on parle d'autonomie, attention, il ne s'agit pas d'avoir la réserve physique et de croire que c'est terminé. Il faut également travailler sur son raffinage, sur la technologie de raffinage et de transformation, et surveiller ce que font les autres. Je vous parlais d'État, d'intelligence au cœur de l'État. D'accord ? J'espère qu'à la DGRE, puisque nous avons cette ressource stratégique, il y a quelqu'un ou une équipe chargée de la réflexion sur les métaux critiques pour savoir pourquoi et comment l'Union européenne essaye de faire de la substitution. Puisque créer un substitut aux minerais critiques, c'est gagner en autonomie par rapport à l'État qui détient le minerai. Nous sommes un pays béni, nous sommes un pays détenant des ressources absolument phénoménales, ce qui explique d'ailleurs qu'aucun acteur dans le contexte que nous traversons n'ait véritablement envie de se fâcher avec l'un camp ou l'autre. Monsieur Stéphane Nguéléguélé, nous allons bientôt nous séparer, mais dites-nous, là, dans quelques jours, Monsieur Issa Chiroma, le président élu, a décidé d'engager des actions, parmi lesquelles 3000 mortes par semaine. Oui. Monsieur Stéphane Nguéléguélé, est-ce que de telles actions ont vocation à prospérer dans un environnement, dans un contexte où le Camerounais, pour vivre, a besoin de sortir pour gagner sa pitance journalière? 3 choses ou 4. D'abord, les forces politiques aujourd'hui au Cameroun sont condamnées. C'est le cas de Monsieur le Président élu Issa Chiroma, mais c'est également le cas des autres forces politiques à innover. Je disais tout à l'heure qu'il faut maintenant faire de la politique. C'est le moment ou jamais de faire de la politique face à ce Léviathan. L'espace politique, l'espace des libertés publiques est tellement réduit qu'il faut innover. Il faut faire de l'innovation. Il faudrait, en d'autres termes, créer des formes d'action politique non conventionnelles. Les villes mortes sont des formes politiques conventionnelles, plutôt non conventionnelles. Je vous renvoie au concert de casseroles avant les élections présidentielles au Sénégal, qui ont vu l'arrivée au pouvoir de M. Diomaye Faye. Il existe d'autres façons de faire de la politique. Il faut le faire en prenant en considération la dureté de la vie de nos concitoyens. 49% de nos concitoyens vivent avec moins de $3 par jour. Moins de $3. Dans un environnement où le kilo de viande coûte 4500 francs. Voilà. Je l'entends. Mais le moment est venu de faire de la politique
et pour avoir véritablement de l'impact. Pour avoir véritablement de l'impact. Je ne doute pas, je le souhaite, je ne l'ai jamais caché, que les actions entreprises par Monsieur le Président Chiroma, qui est très très bien entouré, qui a des collaborateurs très intelligents, très fins du point de vue de la stratégie, prospère, mais le conseil que je peux donner, si je puis me le permettre, c'est d'être plus agile. Parce que c'est l'agilité qui permet de faire face à un acteur hyper robuste comme l'État camerounais et en son sein l'État profond. Il faut être agile, il faut être innovant. Il faut, en d'autres termes, faire de la politique. Il faut, en gardant fermes les objectifs, en gardant fermes les principes, la notion de victoire acquise, la responsabilité par rapport au vote populaire. Le peuple a voté pour M. Chiroma, ne l'oublions pas. Mais en gardant cela, il faut innover, il faut créer. Je ne parle pas de construire des ponts. Je parle de trouver les moyens, les canaux de toucher les acteurs qui permettraient de déstabiliser cet état de l'intérieur. Je parlerai d'actions visant à cibler l'intérieur plutôt qu'à frapper l'extérieur, avec le risque de dégâts collatéraux sur les plus faibles de nos compatriotes, sur les plus vulnérables. Ne nous trompons pas, le 12 octobre, des fonctionnaires ont voté pour M. Chiroma, des militaires ont voté pour M. Chiroma, des douaniers ont voté pour M. Chiroma, des juges qui rendent justice tous les jours ont voté pour M. Chiroma, des procureurs de la République qui exercent des poursuites ont voté pour M. Chiroma. L'expression pour le changement est unanime. Il faut transformer l'essai de manière plus constructive, de manière plus subtile, de manière plus agile, en faisant de la politique, en faisant aussi de la diplomatie. Parce que la Gambie, pour moi, est loin d'être un échec. Parce que en arrivant en Gambie, M. Chiroma réussit la performance d'internationaliser sa cause depuis une base qu'il n'avait pas ou qu'il n'avait plus, d'où il peut agir comme il le fait avec Maître Aliscom en ce moment. D'ailleurs, pour parler de Maître Aliscom, sa nomination a été l'objet de polémiques en raison des causes qu'elle défend, notamment celle LGBT. Est-ce que ça ne peut pas nuancer son positionnement et le discours d'Issa Chiroma quand on sait que beaucoup de pays africains sont réfractaires à certaines minorités? Je pense que ceux qui seraient tentés de nuancer feraient une très grave erreur, parce que c'est pas n'importe qui, Maître Aliscom. Hein. Bien sûr, c'est la première avocate camerounaise, mais francophone. Mais c'est surtout une humaniste. Vous savez ce que c'est qu'un humaniste? Dites-nous. Un humaniste, c'est quelqu'un qui voit l'homme d'abord, avant de voir le blanc, le noir, le jaune, l'homme, la femme.
l'individu avant de voir le coupable. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que nous avons on parlait d'habitus. Il y a cet atavisme, ce trait qui nous est génétiquement commun, de vouloir être comme ses semblables et de vouloir combattre ceux qui ne nous ressemblent pas. Maître Alice, sa vie entière, j'en parle comme ça aussi avec beaucoup d'émotion parce que je la connais personnellement. Sa vie entière, elle l'a dédiée à cette lutte-là, à montrer que derrière l'homme avec grand H, il y a l'individu qui a des droits inaliénables et sacrés. Et donc, ce combat qu'elle a mené toute sa vie, qu'elle mène encore et qu'elle porte, la positionne à un si haut niveau. À un si haut niveau symbolique. Je suis désolé, Maître Alice Nkom, c'est du niveau de l'Académie. Hein. C'est du niveau de l'Académie française. C'est du niveau de l'Académie des sciences morales et politiques. Je veux dire, cette dame, elle porte tellement des valeurs et elle les vit aussi. Vous êtes en train de la situer au niveau des bas d'inter. C'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. Par conséquent, le choix pour le président Chiroma de la choisir comme porte-parole est un choix éminemment stratégique et éminemment porteur parce qu'en plus elle est super intelligente. Elle a une vision du monde, elle a une vision des choses, elle a une intelligence des situations et des gens qui fait que dans ce combat, elle peut être un vecteur de beaucoup de choses. Merci, Monsieur Stéphane Ngele, de Merci nous avoir apporté toute votre lumière. On s'est dit à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était le débrief de ce jour. À très bientôt pour un autre débrief avec, on l'espère, cet invité de marque.